j'ai envie de vous parler de la rage parce que c'est une maladie qui est relativement rare, mais elle est grave. Et puis surtout, elle est particulièrement mal connue des médecins qui exercent en zone non endémique, comme en France, et parce que c'est une pathologie qu'on voit de plus en plus fréquemment chez des migrants. Donc on va voir un cas clinique. Donc ça se passe à Avignon, aux urgences, où un jeune homme est admis pour un état d'agitation psychomotrice, des douleurs diffuses. Il ne mange plus depuis une semaine, et puis il ne boit pas non plus, il n'arrive pas à boire de l'eau. Ce n'est pas la première fois qu'il vient, il a fait 3 consultations depuis une semaine dans 2 services d'urgence différents, et à chaque fois on l'a renvoyé chez lui, en général la plupart du temps avec un diagnostic psychiatrique. Il n'a pas d'antécédent particulier en dehors d'une CIV opérée il y a 10 ans. On l'examine, il n'y a pas grand-chose, une tachycardie, et puis un sous-décalage de ST diffus qui n'est pas tachycardie, qui ne réagit pas aux manœuvres vagales ni aux tentatives thérapeutiques. On fait un bilan biologique standard qui ne montre rien de spécial, mais tout de même un BNP élevé et une troponine élevée. Donc les diagnostics évoqués par l'équipe d'urgentis, c'est est-ce qu'il a une myocardite, peut-être une encéphalite, parce qu'il est très agité, il déraille, ou bien eux aussi pensent ça doit être psy, d'autant que le garçon et sa famille racontent une histoire. On est début janvier, pour le 31, il a voulu faire des photos sur un moulin à aube, vous savez ces moulins qui vont dans l'eau là. Et alors il est monté sur la roue, ça s'est mal passé, il est tombé avec la roue plusieurs fois dans l'eau, et il a été complètement traumatisé, le pauvre garçon. Et aux urgences, il raconte ça, et les gens disent bah, c'est un PTS, c'est un truc post-traumatique, il déraille. Bon, le problème c'est que ça évolue pas bien, il est de plus en plus agressif, il essaye de mordre et de griffer le personnel, qui apprécie guère, il est confus, il a toujours cette hydrophobie, on n'arrive pas à lui proposer à boire, il bave, et puis arrive une fièvre. Alors là, fièvre, déjà, ça commence à faire penser à une maladie infectieuse. Il transpire, il a des spasmes musculaires, il a un spasme de la glotte, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à boire et qu'il bave. On fait une angiographie cérébrale qui est normale, et puis, comme il y a de la fièvre et des signes neuro, on fait une PL, mais elle est normale, et on fait aussi un multiplex PCR pour les encéphalites qui ne contient pas le diagnostic de la rage, hein, ça contient les diagnostics classiques bactériens, viraux, et je crois qu'il y a le cryptocoque aussi de mémoire, et c'est négatif. Bon, et puis là on réinterroge bien la famille, parce que lui on ne peut plus l'interroger, c'est pas accessible, et la famille dit ah, il a été mordu par un chien à Taza, au Maroc, alors qu'il était là-bas pour voir la famille. C'est un garçon d'origine marocaine qui est né au Maroc, qui est en France depuis longtemps, mais comme beaucoup de Marocains, il va l'été voir la famille au bled. Et donc 6 mois auparavant, il a été mordu par un chien. Là-bas, il est allé dans un centre antirabique, on lui a fait une dose de vaccin, en lui disant « tu vas continuer après en France le reste du protocole ». La vaccination contre la rage en post-exposition, c'est une série de vaccins, parfois des immunoglobulines. Donc comme il rentrait, on lui a dit « tu continueras en France ». Et puis le chien, entre-temps, il est mort. 2 jours après, il est mort, ce qui est mauvais signe. Et le garçon, en France, par négligence, on va dire, il laisse courir et il ne fait pas la suite des vaccins. Donc là, on commence à envisager un diagnostic possible de rage, et après consultation avec nous, avec le centre antirabique, Avignon fait des prélèvements de salive et une biopsie de peau dans la nuque, là où il y a des cheveux. C'est ce qu'on recommande pour le diagnostic de rage. Je vous mets juste où c'est Taza, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc. C'est dans la partie nord du pays, pas loin de Fès.
Donc ça évolue pas bien, il fait une détresse neurologique et respiratoire, on l'intube en catastrophe, on le masse, on réanime tout ce qu'on peut, il meurt, et après discussion aussi avec le centre antirabique et le centre de référence de Pasteur, on fait une biopsie post-mortem du cerveau, et c'est pas gagné parce que personne ne veut la faire à Avignon, personne ne sait la faire. On demande aux gens de la médecine légale à Marseille qui disent « Oh bah non, on ne va pas aller à faire ça à Avignon, pas question ». Donc on arrive quand même à trouver quelqu'un, un chirurgien qui veut bien faire, et on a une biopsie de cerveau. Bon, donc on technique ces prélèvements, et ça revient positif en PCR sur la salive, donc contagieux, et sur la biopsie de peau, et puis aussi sur la biopsie cérébrale, l'immunofluorescence est positive, et les techniques de culture aussi. On identifie un clade 1 africain qui clusterise avec des souches connues pour avoir été récupérées chez des chiens du Maroc, et on arrive à modéliser un peu, à voir de quelle zone ça peut provenir par rapport à ces souches de référence, et on identifie la zone nord-ouest sur la côte au Maroc qui correspond à Taza à peu près. Voilà, et là ça va déclencher, comme à chaque fois qu'il y a un cas de rage en France, une investigation de santé publique. Donc l'ARS rentre en jeu et on essaye d'identifier les membres de la famille ou de la communauté qui ont eu un contact avec ce cas. Donc on détermine les 15 jours qui précèdent le début des symptômes, parce que c'est considéré comme la période pendant laquelle un malade, un primate, on fait ça chez des primates, pas chez des hommes, pendant laquelle un primate excrète du virus avant de déclencher les symptômes. C'est la période pré-patente de contagion. Et puis, on cherche les soignants. Alors, il y en a eu pas mal, puisqu'il est allé dans plusieurs services. Les soignants qui sont exposés, s'ils ont eu un contact avec les fluides du patient, sans appliquer les mesures d'isolement recommandées. C'est-à-dire, quand on est face à un patient qui a peut-être la rage, qui a une encéphalite, on porte des gants, on porte un masque sur le visage, et puis des lunettes, et après on se lave les mains. Vous faites tout ça avec une encéphalite? Non. Non. Ah non. Et bien, à Avignon, non plus. Donc, on identifie comme ça 33 personnes dans la famille, principalement, potentiellement exposées, et 11 soignants, également potentiellement exposés. Seulement 11, parce qu'on en a récusé pas mal par discussion au téléphone, parce que tout le monde voulait être évalué, tout le monde voulait être vacciné. Il y a eu une panique complète. Mais en discutant bien, les gens qui ont vu le cas de loin dans le couloir, on a réussi à les convaincre que ce n'était pas la peine de venir au centre antirabique. Mais ce n'était pas gagné. Bon, donc 33 de la communauté et 11 staff, des gens assez jeunes, y compris les soignants, vous voyez, une trentaine d'années. C'est vous, quoi. C'est les jeunes. Voilà. Des enfants dans la famille. Et les soignants, il y avait un peu de tout, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes et 2 internes aussi qui étaient en panique totale. Le type d'exposition, donc pour la famille, c'était principalement le fait d'avoir, il y a eu une fête de famille traditionnelle où ils se sont tous réunis pour manger à la marocaine, donc avec un grand plat qu'on partage et on mange avec les mains. On met la main dans le plat, on met la main dans la bouche, la main avec de la salive repart dans le plat, et ainsi de suite. Et puis on nourrit les enfants de la même manière. On dit viens petit, hop, on lui met dans la bouche comme ça. Et donc, il y a une exposition potentielle de la salive du patient qui mange avec les autres aux muqueuses de la bouche des personnes qui ont mangé dans le même plat. Il y a eu aussi quelques membres de la famille, des femmes essentiellement, qui ont nursé le patient à la maison et à l'hôpital, qui ont essuyé la salive puisqu'il bavait et qui ont fait ça sans précaution particulière, comme les soignants d'ailleurs.
Et puis le staff hospitalier, c'est essentiellement des contacts de la peau avec des mains de jeunes médecins, c'est-à-dire avec les ongles rongés et puis plein de lésions partout, parce que les jeunes médecins sont stressés, voilà. Et donc sans gants, et puis le patient a mordu aussi, griffé quelques personnels, les aides-soignantes surtout, qui courent moins vite. Et puis, quoi d'autre? Eh ben, la réa, l'intubation à l'arrache, sans les gants, sans le masque, sans les lunettes, sans rien, en panique, avec les gens qui massent à côté et le type qui crache de partout. Vous imaginez un peu le tableau comme ça, à un moment où on ne sait pas encore vraiment si c'est la rage, peut-être, mais on ne sait pas non plus comment on doit faire, et donc ça ne se passe pas de manière optimale. Bon, on a vacciné tout le monde, tous ceux qui avaient eu un contact, à la fois parce qu'on n'est pas très sûr de la réalité du risque de transmission, mais surtout parce que les gens avaient très peur, parce qu'ils l'ont vu mourir. Ils l'ont touché, ils avaient très peur d'être contaminés, et c'était difficile de dire non, mais vous l'avez touché, vous n'avez pas de lésions sur les mains, on va rien faire. Ça passait pas, donc on a dû vacciner les gens. On a fait quelques immunoglobulines à ceux pour lesquels on pensait qu'il y avait vraiment un risque, c'est-à-dire 2 personnes de la famille qui ont abondamment touché le patient et sa salive, la maman qui a embrassé le cadavre des centaines de fois juste après le décès, et puis les 2 médecins qui ont intubé sans se protéger. Et bon, c'est anecdotique, mais un gamin qui lui s'était fait mordre par un chat en Turquie, un gamin de la famille, et lui, ça méritait vraiment de le vacciner. Bon, pourquoi je vous parle de ça? Pour essayer de vous sensibiliser au problème du risque de rage chez les migrants, et en particulier ceux du Maroc. Parce que le Maroc, c'est, en tout cas en France, un des pourvoyeurs principaux d'exposition au risque de rage. Vous voyez les données nationales de 2003, des centres antirabiques, du maillage des centres antirabiques du pays. Il y a eu 5900 consultations, enfin patients, pas consultations, 5900 patients. 38% sont exposés à l'étranger. Sur ces étrangers, 42% le sont en Afrique, et sur ces voyageurs au retour d'Afrique, 84% le sont en Afrique du Nord. Et si on regarde la proportion du Maroc chez ceux qui reviennent d'Afrique du Nord, c'est 59%. Donc vous voyez que le Maroc, en pratique, est surreprésenté chez les personnes qui consultent dans les centres antirabiques français pour une exposition à la rage. Il n'y a pas que des voyageurs à 2 pattes qui vont se faire exposer à la rage au Maroc. Il y a aussi des animaux importés illégalement. Et là, on a les données en France depuis 2001 jusqu'à 2023. 629 bêtes sont rentrées de manière clandestine et ont été testées pour la rage. Il y a évidemment bien plus d'animaux qui rentrent clandestinement, mais ça, c'est ceux que le centre antirabique de Paris a testé. Il y a eu 14 cas positifs. Vous voyez que 12 sur 14 provenaient d'Afrique du Nord, 11 sur 14 du Maroc, 10 chiens, un chat, et il y avait un autre chien qui venait d'Espagne, mais sur le plan du génomique, il avait une souche marocaine. Donc finalement, ça fait 12 Maroc sur 14. Donc là aussi, c'est surreprésenté, non seulement chez les voyageurs à 2 pattes, mais aussi chez les animaux. Ça sont des données de la littérature sur les cas de rage chez des voyageurs internationaux, à partir des cas publiés dans les revues médicales. Dans un premier papier où on a étudié 60 cas des années 90 à 2012, les migrants et leurs descendants les VFR, Visiting Friends and Relatives, c'est les migrants ou descendants de migrants, leurs enfants, qui vont voir la famille au pays l'été. On appelle ça VFR en médecine des voyages. Donc 43% des cas de rage chez des voyageurs internationaux étaient représentés par des migrants et leurs descendants. Et sur un deuxième papier qu'on a fait
de 2013 à 2025, on monte à 65% des cas de rage chez des voyageurs qui sont chez des migrants ou chez leurs descendants. C'est pour ça que je dis que la rage est une pathologie des migrants, que les médecins ignorent et que les médecins qui s'occupent des migrants, à mon avis, ne connaissent pas forcément beaucoup non plus. Donc c'était un peu l'occasion de vous sensibiliser à ça. Et si on regarde les pays, les trois principaux pays où les voyageurs internationaux ont contracté la rage, eh ben, on retrouve aussi le Maroc, les deux autres étant l'Inde, du fait de la taille du pays et du niveau d'endémicité, et les Philippines, qui est un repère de virus de la rage. Donc, les trucs à garder dans le cerveau en sortant, c'est la rage est souvent pas facile à diagnostiquer. D'abord parce qu'on n'y pense pas, tout simplement. On n'a pas l'idée de penser à la rage. Et ça mène généralement à une exposition de beaucoup de gens autour parce que personne n'a pensé à dire attention, il a peut-être la rage, il faut un minimum de précaution. Bon, le caractère dramatique de la rage, le fait que ce soit une maladie 100% mortelle quand elle est déclarée, puis c'est spectaculaire, ça mène souvent à des terreurs de la part de l'entourage et des gens qui ont été exposés. Et c'est bien difficile d'appliquer des recommandations thérapeutiques dans des cas comme ça, et souvent on est amené à survacciner pour rassurer les gens. Et puis le dernier message, c'est que les voyageurs pour l'Afrique du Nord, et en particulier ceux qui vont voir la famille, devraient être informés du risque de rage quand ils sont mordus par un chien ou un chat, et les bonnes pratiques qu'il convient d'adopter dans ce cas-là. Et ça, c'est un problème non résolu parce que on a un centre de vaccination des voyageurs, de médecine des voyages, mais on ne voit jamais personne qui va au Maroc et qui consulte parce qu'il n'y a pas de vaccin spécifique à faire dans l'esprit des gens. Et on voit des gens qui viennent pour des voyages ailleurs, en Asie, en Afrique subsaharienne, mais pas pour aller à Marrakech en vacances ou pas pour aller à Taza voir la famille. Voilà, j'ai terminé, et si vous avez des questions, je suis à disposition.